C'était un homme de conviction, qui ne voulait pas être simplement celui qui regardait, mais qui s'engageait. Il a apporté incontestablement à son peuple le ressort dont il avait besoin pour se libérer. C'est un homme vers qui convergent toutes les croyances, toutes les foi, toutes les vocations, toutes les passions de la communauté noire américaine. Le citoyen peut se libérer, non pas en tuant le tyran, mais en obéissant. Luther King Jr. est né le 15 janvier 1929 à Atlanta, capitale de l'État de Géorgie, dans le sud des États-Unis. Son père, Michael King, pasteur baptiste, change son nom au cours des années 30 et devient Martin Luther King Sr. en hommage au célèbre réformateur protestant du XVIe siècle, Martin Luther. Sa mère, Alberta Williams King, est la fille d'Adam Daniel Williams, pasteur baptiste de l'église d'Ebenezer et pionnier de la lutte pour les droits des Noirs. Issu de la classe de la moyenne bourgeoisie, Martin Luther King a la possibilité d'étudier. Il entre à 15 ans au Morehouse College d'Atlanta, d'où il sort en 1948 avec une licence de lettres. Il entre alors au Crosser Theological Seminary de Chester et obtient en juin 1955 un doctorat de 3e cycle de théologie systématique. En 1952, il rencontre sa future femme Coretta Scott, organiste à l'église d'Ebenezer. Il l'épouse le 18 juin 1953. Ils partent ensuite s'installer à Montgomery, dans l'Alabama, petite ville habitée par 50 000 Noirs et 80 000 Blancs. En 1954, il prend la succession de son beau-père comme pasteur de l'église baptiste de Dexter Avenue à Montgomery. Il le restera jusqu'en 1960. Il consacre alors toute son énergie à résoudre les problèmes de la communauté noire des États-Unis, qui cherche sa place depuis le milieu du XIXe siècle. Au lendemain de la guerre de sécession, la question noire dans le sud des États-Unis pose problème. Malgré la victoire des États de l'Union, la population blanche refuse d'intégrer les Noirs dans la vie communautaire. En 1866, le Ku Klux Klan est fondé à Pulaski, dans le Tennessee. Cette organisation ségrégationniste et raciste prône la suprématie de la race blanche. Ses membres vont immédiatement utiliser la violence pour tenter d'imposer leur théorie. Ce sont des blancs racistes, des blancs extrémistes, c'est une forme de fascisme, qui sont déterminés à imposer leurs lois, à éventuellement juger, parfois même aller jusqu'à lyncher les Noirs parce que, pour une raison, je ne sais pas moi, d'aller dans un autre territoire ou d'avoir commis je ne sais quelle infraction à cette espèce de loi qui est l'Amérique est à nous les Blancs, vous êtes là uniquement pour nous servir, deviennent des victimes et des martyrs. En 1871, face à la multiplication des exactions et des meurtres, le Congrès interdit le Ku Klux Klan, qui continue cependant ses actions dans la clandestinité. Mais la ségrégation existait, et plus vers le sud, c'est-à-dire dans les régions où l'esclavage avait duré plus longtemps. Dans ces régions-là, alors la ségrégation était très forte, parce que d'une part, les Blancs étaient minoritaires ou avaient été longtemps minoritaires et avaient peur d'une sorte de prise de pouvoir des Noirs. En 1896, un tournant législatif est pris. Un arrêt de la Cour suprême des États-Unis légalise la ségrégation. Plusieurs textes législatifs vont ainsi restreindre les droits des Noirs et tenter de les empêcher de voter en instituant des critères d'éligibilité, comme par exemple l'obligation d'avoir un grand-père ayant voté avant 1860. Cette mesure exclut bien évidemment toute la population noire, dont les ascendants étaient esclaves à l'époque et n'avaient déjà pas le droit de voter. En 1909, afin de tenter de combattre la ségrégation, la NAACP, National Association for the Advancement of Colored People, c'est-à-dire l'Association nationale pour le progrès des gens de couleur, est créée. La doctrine du mouvement, basée sur des actions légales et non violentes, exige l'intégration des populations noires. Martin Luther King en fera partie.
D'autres groupes plus radicaux se créent par la suite, comme les Black Panthers ou les Black Muslims en 1930, qui compteront ensuite dans leur rang des hommes comme Elijah Muhammad ou Malcolm X. La Seconde Guerre mondiale accélère le processus d'intégration de la population noire, et plus particulièrement dans l'armée, à la demande du président Truman, qui impose aux états-majors de renoncer à toute ségrégation. Néanmoins, au début des années 50, 13 États appliquent encore une politique ségrégationniste. Un premier groupe de 11 États rassemble tous les anciens États confédérés de la guerre de sécession. Les sudistes, comme la Géorgie, l'Alabama, la Floride, le Tennessee, le Mississippi, la Caroline du Nord, la Caroline du Sud, la Virginie, le Texas, la Louisiane et l'Arkansas. Viennent s'ajouter à la liste 2 autres États frontaliers des précédents, le Missouri et le Kentucky. La ségrégation régente la vie quotidienne des populations, y compris lors des actes les plus anodins. Toilettes séparées, salles d'attente distinctes, places attribuées dans les transports, ascenseurs et cabines téléphoniques exclusivement réservées aux Blancs. L'école publique ne fait pas exception. Il est interdit de mélanger élèves blancs et noirs au sein d'un même établissement. Les hôpitaux aussi appliquent cette politique de séparation. C'est en 1955 à Montgomery, petite ville de l'État de l'Alabama, que Martin Luther King se fait connaître pour la première fois. Le 1er décembre 1955, une jeune couturière noire nommée Rosa Parks lance un grand mouvement de contestation en refusant de céder sa place assise à un voyageur blanc dans un bus. Le conducteur la menace d'appeler la police si elle refuse de se lever. Elle réplique alors tranquillement « Ne vous gênez pas ». Immédiatement arrêtée, elle est conduite en prison. Jusqu'à présent, les Noirs se levaient et abandonnaient leur siège aux Blancs. Ce soir-là, Rosa Parks a refusé de se lever et elle a été conduite au commissariat. Les Noirs du quartier se sont rassemblés et se sont dit « ça suffit ». Dans les jours qui suivent cet incident, le NAACP organise une grande campagne de boycott de la compagnie des bus de l'État. Toute la population noire va suivre le mouvement comme un seul homme. Prévoyant que le combat sera long, les militants du NAACP créent le MIA, le Montgomery Improvement Association, pour encourager et mettre en place une entraide entre les passagers noirs. Et puis tout naturellement, ils sont allés chercher le pasteur, qui d'ailleurs n'était pas là lors de cette première réunion, qui venait d'arriver dans la paroisse, pour être le porte-parole du mouvement. Et c'est ainsi que ce n'est pas Martin Luther King qui a choisi la non-violence, c'est la non-violence qui a choisi Martin Luther King. Et l'histoire a montré que c'était un bon choix. Le boycott dure plus d'une année, 382 jours au total. Des systèmes de covoiturage, des taxis à bas prix et même une collecte de chaussures pour les piétons se mettent en place. L'entraide des populations noires est totale. Le combat se durcit peu à peu. Martin Luther King est arrêté et emprisonné pendant 15 jours. Sa maison, ainsi que celle d'Abernathy, sont victimes d'attentats à l'explosif. Plusieurs églises noires en sont aussi la cible. Mais le combat ne va pas cesser pour autant. Au cours de la campagne, Martin Luther King prononce plusieurs discours enflammés, stigmatisant le racisme de la compagnie de transport. Martin Luther King a voulu lutter contre cela en démontrant par son action que les Noirs étaient non seulement capables de réagir, capables de révolte, mais de révolte non violente. Ses prêches deviennent connus et quelques-unes de ses phrases sont passées à la postérité telles que « Si nous avons tort, alors c'est Dieu qui a tort. Si nous avons tort, alors la justice n'est qu'un mensonge. » Un véritable orateur est né. Il devient célèbre et sa notoriété dépasse bientôt le cadre de l'État pour devenir national. Le 13 novembre 1956, la Cour suprême des États-Unis autorise enfin tous les passagers noirs à s'asseoir où ils veulent. Elle déclare aussi illégale la ségrégation dans les hôpitaux et les restaurants. La force de l'injustice, finalement, c'est l'obéissance des opprimés. C'est-à-dire que les opprimés sont co-responsables de l'injustice qu'ils subissent dans la mesure où ils se résignent et coopèrent avec le système qui finalement les opprime. Et que par conséquent, s'ils organisent la non-coopération avec les lois, avec le système de l'oppression, ils
rendent impossible cette oppression. Début 1957, la compagnie au bord de la faillite fait enfin marche arrière et abroge dans les transports le système des places réservées. Martin Luther King a gagné. Il est devenu un homme politique influent et enfin reconnu par les instances dirigeantes du NAACP. L'incident de Montgomery a lancé la carrière de Martin Luther King et ancre le mouvement pour les droits civiques. Ce qui a donné de la force au mouvement de Martin Luther King, c'est qu'il a agi et parlé d'une manière telle que ça fait caisse de résonance, qu'il a été entendu. Et sans avoir d'autorité législative, il a quand même une influence, un pouvoir, mais un pouvoir de conviction. En janvier 1957, Martin Luther King fonde avec un groupe de pasteurs la SCLC, qui utilise les méthodes non violentes pour combattre la ségrégation. Martin Luther King est nommé président du mouvement et dans l'année qui suit, voyage dans tous les États-Unis et prononce plus de 200 discours. Il y gagne le surnom de « Nouveau Gandhi ». Ce qu'il disait souvent, c'est que Gandhi lui a donné la méthode, mais le Christ lui avait donné l'esprit, la conviction. D'autres combats contre la ségrégation vont suivre. Le 24 janvier 1956, deux jeunes étudiants noirs se voient refuser l'accès aux inscriptions dans une école de Little Rock, dans l'Arkansas. Cette mesure, pourtant très courante, est cependant illégale depuis le 17 mai 1954, lorsque Larry Brown a interdit toute ségrégation dans les écoles. Le 3 septembre 1957, malgré les injonctions de la Cour suprême qui impose la réintégration, le gouverneur de l'Arkansas, aidé d'1 millier de manifestants blancs, mobilise la garde nationale et fait refouler les étudiants noirs. Eisenhower, qui est partagé, mais qui estime qu'on ne peut pas laisser le pouvoir fédéral, en quelque sorte, mis en échec par un pouvoir local, envoie des troupes fédérales pour que force reste à la loi. Le lendemain, sur ordre du président Eisenhower, le général Walker, à la tête de 1000 parachutistes, force le passage et fait entrer les étudiants sur le campus. La Cour suprême, par un allée célèbre, qui s'appelle Brown versus Board of Education of Topeka, Kansas, interdit, ce qui est vraiment une grande première, la ségrégation scolaire, renversant un arrêt d'une autre Cour suprême qui, en 1896, avait expliqué qu'au titre de la doctrine séparés mais égaux, cette ségrégation était parfaitement constitutionnelle. Certaines écoles vont préférer fermer plutôt que de se plier à cette demande. Pendant toute cette période, Martin Luther King ne cesse d'aller de ville en ville, apportant à chacun son soutien par sa présence et ses discours. Le 20 septembre 1958, après la parution de son livre « Marche vers la liberté », Martin Luther King échappe de peu à la mort. Lors d'une séance de dédicace de son livre dans un magasin de Harlem, une femme du nom de Isola Curry se rue vers lui et le poignarde à la poitrine, manquant la horte de peu. Elle sera jugée déséquilibrée et Martin Luther King lui accordera publiquement son pardon. Le 1er février 1960, 4 jeunes collégiens noirs s'installent dans la cafétéria d'un magasin Woolworths de Greensboro, en Caroline du Nord, réservé jusqu'alors aux Blancs. Ils refusent de partir tant qu'ils n'ont pas été servis. Relayée par la radio, l'information est entendue et des dizaines de jeunes noirs viennent soutenir l'action de ces 4 premiers contestataires. Ils seront 19 le lendemain, 85 le jour suivant. Ce qui sera appelé les sit-ins deviendra une arme de protestation de masse. Elle permet bientôt de mobiliser plusieurs dizaines de milliers de personnes dans plus de 100 villes du pays. Partout, restaurants, cafés et lieux publics sont occupés par des jeunes qui font de la non-violence leur arme de combat. Le mouvement tiendra bon, malgré les violences et les brimades endurées par les manifestants qui ne répliqueront jamais. Martin Luther King a réussi quelque chose que moi je trouve assez extraordinaire, c'est-à-dire, je ne sais pas si le mot est juste, mobiliser, mais à éveiller
non seulement l'attention et la volonté de ces frères noirs du sud ou du nord du pays, mais à les mettre en action et avec des actions non violentes. Autrement dit, des actions dirigées non pas contre des personnes, mais dirigées contre des mentalités, contre des habitudes, contre des règles de vie dans lesquelles le pays était profondément inséré. Un autre moyen pour faire connaître le mouvement pour les droits civiques va voir le jour, les Freedom Rides. C'est-à-dire les voyages de la liberté, où noirs et blancs ensemble, dans des autobus mélangés cette fois et non pas ségrégés. Mais il y a cette idée-là, on ne va pas rester sur place, attendre que les choses se passent, on va aller vers les endroits où la ségrégation est particulièrement dure. Le 4 mai 1961, un premier bus quitte Washington, avec à son bord un premier groupe de militants. Le voyage est semé d'incidents plus ou moins graves, provoqués par des groupes de blancs racistes et par les autorités souhaitant voir cesser cette provocation. Le 13 mai 1961, le bus arrive à Atlanta, où il est accueilli par Martin Luther King. Celui-ci conseille aux Riders d'éviter de pénétrer en Alabama. Malgré ce conseil, les voyageurs s'entêtent et le lendemain, près de la petite ville d'Anniston, une foule en colère stoppe le bus et y met le feu, manquant de peu de faire brûler vifs ses passagers. Les rescapés de cette folle journée se retrouvent à Birmingham, où ils sont de nouveau attaqués par des membres du Ku Klux Klan. Les passagers blancs, considérés comme des traîtres à la race blanche, sont particulièrement visés. Le voyage s'arrête là, mais d'autres bus prennent le départ malgré les violences et les arrestations que subissent systématiquement les Freedom Riders. Le courage des premiers voyageurs galvanise la population noire et leur sert d'exemple. Cette campagne aura plusieurs effets importants. Premièrement, elle va rendre public dans tout le pays les violences des populations blanches racistes du Sud grâce aux premières émissions de télévision. Cette publicité rend l'action de Martin Luther King beaucoup plus populaire, et celui-ci saura utiliser au mieux les atouts de ce média naissant. Deuxièmement, elle contraint le pouvoir fédéral à s'intéresser au problème. En effet, si Eisenhower était plutôt neutre, voire s'intéressait peu au mouvement pour les droits civiques, John Fitzgerald Kennedy, dès son accession au pouvoir en 1961, est en revanche bien plus favorable à une réelle politique de déségrégation. C'était quand même le souci de Martin Luther King d'étendre son influence, d'étendre son action avec la participation de Noirs du Sud et sans violence. Les violences n'étaient pas de son côté. C'était donc une très bonne illustration de ce qu'il cherchait à faire. Il a apporté incontestablement à son peuple le ressort dont il avait besoin pour se libérer. Je dirais que Martin Luther King a en quelque sorte réveillé l'agressivité du peuple noir pour oser affronter le pouvoir blanc dans la rue. Les Freedom Rides représentent ainsi un immense succès au cours du combat de Martin Luther King. Dans les mois qui suivent, le mouvement de protestation s'essouffle. En décembre 1961, Martin Luther King arrive à Albany où il tente de provoquer les autorités locales en organisant de nombreuses manifestations et plusieurs sit-ins. Il se heurte au chef de la police locale, Laurie Pritchett, qui gère la situation de façon très subtile. Il opère les arrestations en douceur et répartit les manifestants arrêtés dans plusieurs prisons, dispersant ainsi les forces de la contestation et réduisant par là même leur impact. Lors de cet événement, Martin Luther King perd un peu d'ascendant sur ses militants, dont une partie adopte des méthodes plus radicales et affronte directement les forces de police, en opposition avec ses directives non violentes. Il abandonne alors Albany et se tourne vers Birmingham, dans l'état voisin de l'Alabama, où un pasteur local influent demande de l'aide, afin de dénoncer les violences policières et l'attitude particulièrement agressive du chef de la police locale, Bull O'Connor, dit le Taureau. Une manifestation est organisée et dégénère en bataille rangée.
Les forces de l'ordre utilisant canons à eau à forte pression, grenades lacrymogènes et chiens d'attaque. Retransmises par les chaînes de télévision, les images incroyables des militants noirs, hommes, femmes et enfants, sauvagement agressés par les chiens ou renversés par les jets d'eau, vont être diffusées dans le monde entier. Plus de 3000 manifestants sont arrêtés. Parmi eux, Martin Luther King, qui écrit sa fameuse lettre de la prison de Birmingham, Letter from Birmingham Jail. Il y avait un certain nombre de pasteurs blancs et noirs des États-Unis, et pas uniquement du Sud, qui lui ont fait le reproche d'être en fait un fauteur de violence, tout en voulant agir au nom de la non-violence, mais votre action, objectivement, ça a été dit en particulier à propos des événements de Birmingham, votre action entraîne des violences. À quoi il a répondu par une lettre, la lettre de la prison de Birmingham, en disant que c'est pas son action qui générait la violence, c'était l'injustice de cette ville, de cette région, et que à supporter l'injustice, on se condamnait à ne jamais en sortir. Le climat de haine et de violence qui règne dans la ville est incroyable. Cette situation tendue aboutit le 15 décembre 1963 à une tragédie. 4 petites filles noires de 11 à 13 ans vont être tuées dans l'explosion d'une bombe lancée par des hommes du Ku Klux Klan dans l'église baptiste de la 16e rue à Birmingham. L'enquête, comme tant d'autres sur les mêmes sujets, est bâclée par le FBI. Il faudra attendre 1997 pour ouvrir une véritable instruction du dossier, et 2001 pour que 2 hommes, Bobby Frank Cherry et Thomas Blandon, soient officiellement reconnus responsables de cet attentat et condamnés à la prison à vie. Durant l'été 1963, Martin Luther King abandonne pendant un temps les États du Sud pour se consacrer au combat pour les populations noires du nord des États-Unis. Le succès des manifestations du printemps à Birmingham permet à Martin Luther King d'organiser une marche vers Washington. Cette manifestation de masse reçoit le soutien du président Kennedy, sous réserve de ne pas véhiculer un message trop agressif. Le but de la marche sur Washington est multiple et les revendications nombreuses. Parmi les plus importantes, citons la demande d'une législation significative sur les droits civiques, un salaire de $2 minimum pour tous les travailleurs sans distinction, une protection accrue pour les militants des droits civiques et la fin des violences policières. Le 28 août 1963, la marche est un immense succès, avec près de 300 000 participants de tous bords. Ils convergent vers le Capitole, devant le mémorial dédié à Abraham Lincoln. C'est la plus grande marche jamais organisée dans la capitale fédérale des États-Unis. L'apothéose de cette journée est le discours enflammé prononcé par le dernier orateur, Martin Luther King. Un discours désormais passé à la postérité et resté célèbre sous le titre « I have a dream ». I have a dream that one day this nation will rise up, live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident, that all men are created. I have a dream that one day, down in Alabama, with its vicious racists, with its governor having his lips dripping with the words of interposition and nullification, one day right there in Alabama, little black boys and black girls will be able to join hands with little white boys and white girls as sisters and brothers. I have a dream today. Dans ce discours, Martin Luther King décrit son rêve d'un pays en paix, où les hommes seront tous nés égaux et jugés sur leurs actes, et non sur leur couleur de peau, où chacun sera libre de faire ce qu'il veut, sous réserve de ne pas nuire à autrui, où les enfants noirs et blancs pourront se prendre par la main comme des frères et sœurs, où les États du Sud seront un havre de liberté et de fraternité. C'est le premier pas, le vrai grand premier pas, qui va amener ensuite, lorsque Kennedy aura disparu, grâce à Johnson, au vote d'un certain nombre de lois qui, là, définitivement balayeront, en tout cas sur le papier, en tout cas de façon abstraite, tous les préjugés et tous les interdits
qui était infligée à la communauté noire. Ce discours sera considéré comme l'un des plus beaux discours jamais prononcés aux États-Unis, avec celui prononcé à Gettysburg le 19 novembre 1863 par Abraham Lincoln et intitulé « The Gettysburg Address ». La première conséquence de la réussite de la marche sur Washington et de l'immense popularité engendrée par I Have a Dream est inattendue. Le 14 octobre 1963, Martin Luther King devient le plus jeune prix Nobel de la paix. La deuxième conséquence est le respect des engagements pris par les autorités fédérales. Sous le parrainage de Lyndon Johnson, le Civil Rights Act est voté le 2 juillet 1964. Il garantit les droits de tous les citoyens sans distinction, déclare illégale toute forme de discrimination et crée une juridiction fédérale indépendante pour juger les délits concernés. C'est aussi le début de l'intégration par l'imposition de quotas. Enfin, le Voting Rights Act est voté le 6 août 1965. Il permet aux Noirs de s'inscrire sur les listes électorales et de participer au grand scrutin du pays. Les Noirs américains sont enfin devenus des citoyens à part entière. Mais le rêve de Martin Luther King va se heurter aux réalités de la rue. Le 7 mars 1965, la marche sur Selma, destinée à combattre les intimidations du gouverneur Wallace, visant à empêcher les Noirs à s'inscrire sur les listes électorales, est le dernier grand succès médiatique de Martin Luther King. La marche est arrêtée violemment une première fois par les forces de l'ordre. On relève alors 60 blessés. Martin Luther King appelle à la mobilisation de masse. Près de 25 000 personnes y répondent et la marche reprend sous la protection des troupes fédérales du 21 au 25 mars 1965. Dès août 1965, la plupart des ghettos noirs connaissent des émeutes raciales graves. Même les discours de Martin Luther King n'arrivent plus à ramener le calme dans les quartiers défavorisés. Au cours des années 1967 et 1968, le combat de Martin Luther King va cependant évoluer. Même si les droits reconnus précédemment ne sont pas encore totalement appliqués, le processus légal d'intégration de la communauté noire est désormais engagé. En revanche, l'intégration économique est loin d'être réalisée. La plupart des jeunes noirs des ghettos n'ont aucun avenir et commencent à basculer dans la violence pour essayer de trouver une solution à leurs problèmes quotidiens. Martin Luther King s'installe alors à Chicago, mais ses tentatives pour changer les choses rencontrent peu d'écho favorable. Il est de plus en plus en butte, chez les Noirs eux-mêmes, à l'impatience que les premiers succès ont engendré. Et c'est à partir de ce moment que l'on voit monter à ses côtés des leaders beaucoup plus radicaux et que l'on voit le mouvement peu à peu lui échapper. Les activistes du Black Panther Party et des fractions radicales du mouvement noir font alors de plus en plus d'adeptes au sein des couches défavorisées de la population. Martin Luther King tente, mais sans grand succès, de s'opposer à cette radicalisation du mouvement. En avril 1967, il lance une campagne de dénonciation de la guerre du Vietnam, s'attirant ainsi la colère des autorités, qui ne pensaient pas devoir l'affronter sur ce terrain. Il partage alors, temporairement et uniquement sur ce sujet, les convictions et le combat des activistes du Black Power. Martin Luther King a eu le courage de prendre position clairement contre la guerre de Vietnam. Alors que certains lui disaient « mais écoute, c'est pas ton problème, occupe-toi du problème des Noirs, ça suffit ». Mais pour lui, c'est un problème de cohérence, indépendamment du fait qu'il y avait beaucoup plus de Noirs qui mouraient dans l'armée américaine au Vietnam que de Blancs. Pour lui, c'était pas acceptable de justifier cette guerre de l'impérialisme américain contre les Vietnamiens. Début 1968, c'est le début des émeutes dans les ghettos noirs des grandes villes. Martin Luther King, préoccupé par la lutte pour les droits civiques, avait occulté la misère des ghettos des grandes villes américaines. La différence qu'il faut faire, c'est sans doute entre cette ségrégation juridique et puis quelque chose de plus pervers dans certains sens, même si la ségrégation juridique est quelque chose d'abominablement répréhensible, la discrimination de facto, ce qui se produit plutôt dans le Nord, où les Noirs ne sont pas soumis à des lois discriminatoires, mais dans la pratique se retrouvent confinés dans les emplois souvent les moins bien payés, se retrouvent obligés d'élire résidence dans des quartiers où ils se retrouvent entre eux. La précarité exclut la population noire du Nord presque plus que ne le faisait la ségrégation dans le Sud.
Martin Luther King se lance alors dans l'organisation d'une nouvelle marche vers Washington, au profit des pauvres. Dans le même temps, il participe à la grève des éboueurs de Memphis. Le 3 avril 1968, il prononce un discours prophétique où il dit « I just want to do God's will. And He's allowed me to go up to the mountain. And I've looked over, and I've seen the promised land. I may not get there with you, but I want you to know tonight that we as a people will get to the promised land. So I'm happy tonight. I'm not worried about anything. I'm not fearing any man. Mine eyes have seen the glory of the coming of the Lord. À 18h01, le 4 avril 1968, à Memphis dans le Tennessee, alors que Martin Luther King se repose sur le balcon de sa chambre du motel Lorraine, plusieurs coups de feu claquent. Il est touché à la tête par un homme blanc qui réussit à prendre la fuite sans être identifié. Ralph Abernathy et Jesse Jackson, présents ce jour-là, se ruent au secours du blessé. Mais il est déjà trop tard. Il faut comprendre quand même que la menace d'assassinat a tenu une grande place, malheureusement, dans sa vie avant que la réalité ne se présente. Admis immédiatement au St. Joseph Hospital dans un état grave, il est déclaré légalement mort à 19h05. On tue Martin Luther King parce qu'il représente tout ce que le sud des États-Unis, tout ce que les blancs racistes refusent. Il a été tué, il n'était pas dans une manifestation pour les droits civiques, il était dans une grève d'éboueurs, donc il luttait pour les droits économiques. Et il était peut-être plus dangereux en s'attaquant aux problèmes du système économique qu'aux problèmes du système raciste. L'Amérique noire est en deuil. Le monde entier est sous le choc. Sur ordre du président, les drapeaux américains sont mis en berne. 1 minute de silence est imposée à Wall Street et une journée de deuil national est décrétée. Des émeutes éclatent dans toutes les grandes villes américaines. La flambée de colère fait près de 50 morts et 2600 blessés. Plus de 20 000 arrestations vont suivre. La capitale fédérale est en état de siège. La 82e division aéroportée, vétéran des combats de 1944 en Normandie, est déployée pour garder les points stratégiques. Martin Luther King n'est plus. Avec lui est mort l'espoir de voir aboutir dans la non-violence le combat pour la liberté des populations noires américaines. L'homme est mort, mais sa légende, ses discours et le mythe du Gandhi noir lui survivront. Rosa Louise Macaulay est née le 4 février 1913 à Tuskegee dans l'Alabama. Son enfance est marquée par les exactions perpétrées par les activistes du Ku Klux Klan. Son école, réservée aux filles noires, est détruite plusieurs fois par des actes criminels. Elle est particulièrement révoltée par le racisme que les Noirs doivent supporter quotidiennement sans pouvoir protester. En 1932, elle se marie avec Raymond Parks, militant actif du NAACP. En 1943, elle commence elle aussi à militer et rejoint le NAACP. Le 1er décembre 1955 à Montgomery dans l'Alabama, Rosa Parks, lassée de devoir obéir à des lois injustes, refuse l'ordre donné par le conducteur de bus James Blake qui exige qu'elle se lève et laisse sa place à un blanc. Elle réplique alors tranquillement « Ne vous gênez pas ». Immédiatement arrêtée, elle est conduite en prison. Elle est l'étincelle qui fait s'enflammer l'Amérique noire et devient rapidement une icône du mouvement des droits civiques. Elle participera à la lutte pour l'émancipation de la population noire américaine pratiquement jusqu'à sa mort le 24 octobre 2005. Lors de son enterrement, une banderole porte cette inscription résumant parfaitement son combat. Elle s'est tenue debout en restant assise. Malcolm Little est né le 19 mai 1925 à Omaha, dans l'État du Nebraska, dans une famille de pasteurs. Il perd très tôt son père.
Ce deuil plonge sa mère dans la folie, laissant le jeune Malcolm livré à lui-même. Il va rapidement mal tourner et pendant 3 ans, de 1943 à 1946, il est cambrioleur et trafiquant de drogue. Plusieurs fois arrêté, il est enfin condamné en 1946 à une peine de prison de 10 ans et envoyé au pénitencier de Charleston. Ce séjour en prison, loin d'être une contrainte, est la chance de Malcolm. Il profite de cette période pour fréquenter assidûment la bibliothèque et complète ainsi son éducation. Il affichera plus tard une grande fierté pour sa culture d'autodidacte. Il adhère à Nation of Islam et suit l'enseignement du nouveau prophète des Black Muslims, Elijah Muhammad. Il se convertit ainsi à l'islam et aux thèses de Marcus Garvey, qui prône un retour vers l'Afrique et une unité des Noirs dans le combat. Il change aussi son nom de Malcolm Little, qu'il déteste, pour celui de Malcolm X, sous lequel il gagne sa notoriété. Libéré de prison le 7 août 1952, il s'engage alors totalement aux côtés des militants de la cause noire. Il prêche le combat pour l'émancipation par tous les moyens, y compris la violence. Il accuse d'ailleurs Martin Luther King d'être récupéré par le pouvoir blanc et de ne pas savoir servir les intérêts de la population noire. Il dit « Pendant que King fait son rêve, nous autres noirs faisons un cauchemar ». Des rivalités vont cependant l'éloigner d'Elijah Muhammad, jaloux de ses succès. Malcolm X reproche à ce dernier ses frasques et sa manière de diriger le mouvement. Le 21 février 1965, lors d'un discours à Harlem, à New York, Malcolm X est abattu de plusieurs balles alors qu'il tentait de mettre fin à une altercation entre spectateurs. Ces obsèques ont lieu sous une large protection policière, les autorités craignant une flambée de violence dans les ghettos noirs. Son combat inachevé sera repris par la suite par le Black Panther Party. Le Black Panther Party, le parti des Panthères Noirs, a été créé en octobre 1966 par 2 hommes, Huey Newton et Bobby Seale. Le programme de ce parti se décompose en 10 grandes lignes, réclamant principalement la liberté, le plein emploi, des logements et surtout l'arrêt des violences policières. Le Black Panther Party déclare que tous les citoyens noirs américains devraient porter une arme pour se défendre. Cette déclaration conduit John Edgar Hoover, alors directeur du FBI, à déclarer que le Black Panther Party représente la plus grande menace à ce jour pour la sécurité interne des États-Unis. Le mouvement, plutôt basé au départ sur l'entraide, va se radicaliser au cours des années. Le slogan Black Power devient célèbre. Puis les Black Panthers s'illustrent dans des actions de plus en plus violentes. Lors des Jeux Olympiques de Mexico en 1968, les 2 sprinteurs noirs américains, Tommy Smith et John Carlos, montent sur le podium. Pendant l'hymne américain, les 2 hommes vont baisser la tête et lever le poing droit ganté de noir en signe de protestation contre la situation des Noirs aux États-Unis. Le Ku Klux Klan est une organisation fondée le 24 décembre 1865, au lendemain de la guerre de sécession, par un petit groupe d'officiers sudistes vaincus. Peu après, le général Nathan Bedford Forrest en prend la tête et se fait nommer premier grand sorcier du clan. Son but initial est de promouvoir la supériorité de la race blanche et contenir les revendications des populations noires des anciens États du Sud. Multipliant les actes de violence et les assassinats, le Ku Klux Klan est déclaré hors la loi en 1871 par le président Grant et disparaît alors pour un temps de la scène politique pour entrer dans la clandestinité. En 1915, le Ku Klux Klan renaît de ses cendres sous une forme un peu différente, n'excluant plus seulement les Noirs, mais aussi les Juifs, les Latino-Américains, les catholiques papistes, les Asiatiques et les Amérindiens. Profitant de la sympathie du président Wilson, le clan va rapidement prospérer et compter jusqu'à 5 millions de membres pendant les années 20. Il devient une force politique avec laquelle il faut désormais compter. Mais les violences répétées font de nouveau perdre au clan le soutien des autorités. Le clan est de nouveau dissous par Roosevelt en 1944, malgré le soutien du vice-président Harry Truman, sympathisant du clan. Le clan tentera de ressusciter une fois de plus après la Deuxième Guerre mondiale.
Mais malgré un regain d'activité temporaire dans les années 50 et 60, pendant la lutte pour les droits civiques, il ne retrouvera jamais le rayonnement de l'entre-deux-guerres. Le White Citizen Council est une organisation fondée en 1954 qui présente beaucoup de points communs avec le Ku Klux Klan, mais qui ne prône pas, en théorie, les méthodes violentes. Ces actions sont orchestrées à l'origine dans un cadre légal et organisé. Cependant, le White Citizen Council va rapidement adopter les mêmes méthodes que le Ku Klux Klan. Il sera d'ailleurs surnommé le clan des cols blancs. Aujourd'hui, même si les adhésions semblent augmenter, le Ku Klux Klan ne regroupe plus que quelques milliers d'adhérents aux États-Unis. Parmi les opposants aux thèses de Martin Luther King, l'un des plus virulents et des plus actifs est le gouverneur de l'Alabama, George Corley Wallace. Il se présente en 1958 au poste de gouverneur avec un programme modéré. Il est alors largement devancé par un autre candidat soutenu par le Ku Klux Klan. Furieux d'avoir été battu, il se représente au même poste en 1962, mais cette fois avec un programme ultra-ségrégationniste basé sur une ligne de conduite dure, qui cherche à rassembler les votes de la population blanche raciste. C'est un véritable raz-de-marée électoral qui le porte au pouvoir en 1963. Il peut alors faire appliquer sa politique de ségrégation raciale. Il sera réélu plusieurs fois et sera même 2 fois candidat à la présidence des États-Unis. Le 11 mai 1963, il tente avec ses partisans et le concours de la Garde nationale de s'opposer à l'entrée des 2 premiers étudiants noirs dans l'université de l'Alabama. Protégés par des parachutistes envoyés par Eisenhower, c'est sous les huées que les 2 jeunes noirs parviennent enfin à entrer. Après l'attentat de Birmingham qui coûte la vie à 4 fillettes noires, Martin Luther King accusera Wallace d'avoir leur sang sur les mains et d'attiser l'atmosphère de haine qui règne dans l'État. L'une des citations les plus célèbres de Wallace lors d'un discours en 1963 est « Segregation now, segregation tomorrow, and segregation forever ». La ségrégation maintenant, demain et pour toujours. John Edgar Hoover est l'une des personnalités incontournables de la vie politique américaine du XXe siècle. C'est aussi l'une des plus controversées. Nommé en 1924 à 29 ans directeur de ce qui deviendra le FBI, John Edgar Hoover va servir sous 8 présidents différents jusqu'à sa mort en 1972. Pendant presque 49 années, il tente d'éliminer par tous les moyens ce qu'il appelle l'ennemi intérieur, parmi lesquels se trouvent en première place les communistes. Raciste convaincu et reconnu, il combat le mouvement noir pour les droits civiques. Des hommes comme Martin Luther King, Malcolm X, Elijah Muhammad ou Jesse Jackson deviennent ses cibles favorites. Écoutes frauduleuses, fausses rumeurs, calomnies, coups tordus seront utilisés sans scrupule par les agents du FBI aux ordres d'Hoover pour qui la fin justifie les moyens, en l'occurrence préserver l'Amérique. La plupart des hommes publics des États-Unis seront fichés par le FBI au cours du mandat Hoover. Il devient ainsi l'incarnation d'un Big Brother omniprésent et malveillant, particulièrement à l'encontre de Martin Luther King, à qui il vouait une haine tenace. Les enquêtes menées par le FBI, après les assassinats de Malcolm X et de Martin Luther King, seront d'ailleurs bâclées et sommaires. Une rumeur voudrait d'ailleurs que ces meurtres aient été commandités et organisés par le FBI lui-même, ce qui expliquerait le peu d'empressement à trouver les coupables et la rapidité des procès une fois ceux-ci prétendument identifiés. La mort de John Edgar Hoover en 1972 est un immense soulagement pour toute la classe politique. Le 9 avril 1968, 100 000 personnes et de nombreuses personnalités dont le clan Kennedy au grand complet suivent les funérailles de Martin Luther King et lui rendent un vibrant dernier hommage. Partout dans le pays, on se recueille dans les églises à la mémoire de ce jeune prix Nobel de la paix, mort à 39 ans pour ses convictions. Peu à peu, le mythe de Martin Luther King se met en place. Celui qui sera appelé le Gandhi noir devient une figure majeure du panthéon américain.
Il se voit décerner la médaille présidentielle à titre posthume par le président Jimmy Carter en 1977, puis la médaille d'or du Congrès en 2004. Depuis 1986, le Martin Luther King Day est un jour férié aux États-Unis. Jusqu'alors, seul Washington avait un jour férié dédié. Des changements importants interviennent néanmoins dans les mentalités. Chose absolument impensable dans les années 60, les Noirs vont dans la décennie suivante commencer à accéder à des postes de responsabilité de plus en plus élevés. Le plus connu d'entre eux fut en 1984 et en 1988 le révérend Jesse Louis Jackson, compagnon de combat pour les droits civiques de Martin Luther King. Il s'est présenté 2 fois candidat à la présidence des États-Unis lors des primaires démocrates, mais sans succès. Aujourd'hui, un autre homme de couleur s'est présenté à la présidence des États-Unis, Barack Obama. Devant une foule enthousiaste et avec plus de réussite que son prédécesseur, il prête serment devant le Capitole le 20 janvier 2009, devenant ainsi officiellement le 44e président des États-Unis. Grâce à cette élection, on peut affirmer que Martin Luther King a bel et bien gagné son combat. Martin Luther King Jr. naît le 15 janvier 1929 à Atlanta. Élève brillant, il entre à 15 ans à l'université, où il obtient un doctorat de théologie en 1955. Il épouse Coretta Scott en 1953 et part pour Montgomery, dans l'Alabama, où il est nommé pasteur de l'église baptiste de Dexter Avenue. C'est là qu'en décembre 1955, une jeune couturière noire nommée Rosa Parks refuse de céder son siège de bus à un voyageur blanc. Un grand mouvement de contestation est lancé, dont Martin Luther King prend la tête. Pendant près d'1 an, il prononce de nombreux discours enflammés, stigmatisant le racisme. Un véritable orateur est né, dont la notoriété devient internationale. Le 13 novembre 1956, la Cour suprême des États-Unis déclare la ségrégation illégale dans les transports, les hôpitaux et les restaurants. En janvier 1957, Martin Luther King fonde la SCLC, la Conférence des leaders chrétiens du Sud. Nommé président du mouvement, il parcourt les États-Unis, prêchant l'action non violente. Il gagne le surnom de Nouveau Gandhi, qu'il considère comme un exemple. Le 24 janvier 1956, de jeunes Noirs sont refoulés à l'entrée d'une école de Little Rock dans l'Arkansas. Le président Eisenhower envoie alors des parachutistes qui forcent le passage et permettent aux étudiants d'entrer. Le 1er février 1960, 4 jeunes Noirs installés à Greensboro dans une cafétéria réservée jusqu'alors aux Blancs refusent de partir tant qu'ils n'auront pas été servis. Les sit-ins sont nés. Le 4 mai 1961, le premier bus des Freedom Rides, emportant des passagers noirs et blancs qui protestent contre la ségrégation, quitte Washington. Le 14 mai, près d'Anniston, une foule en colère stoppe le bus et y met le feu. Les actions menées contre les populations blanches racistes du Sud forcent le pouvoir fédéral à s'intéresser au problème. Peu après, une grande manifestation est organisée à Birmingham. Elle est sauvagement réprimée. Martin Luther King, arrêté, écrit sa fameuse « Letter from Birmingham Jail », lettre de la prison de Birmingham. Le 28 août 1963, la marche vers le Capitole s'achève en apothéose, lorsque Martin Luther King prononce un discours enflammé, désormais passé à la postérité grâce à son titre célèbre « I have a dream », j'ai fait un rêve. Le 14 octobre 1963, Martin Luther King est le plus jeune lauréat à recevoir le prix Nobel de la paix. Peu après, le 2 juillet 1964, le Civil Rights Act, loi garantissant les droits civils des Noirs, est voté. Enfin, le Voting Rights Act, signé le 6 août 1965, permet aux Noirs de participer à tous les votes concernant la marche du pays. En avril 1967, il lance une campagne de dénonciation de la guerre du Vietnam, qu'il juge barbare et injuste et s'attire la colère des autorités. Le rêve de Martin Luther King se heurte bientôt aux réalités de la rue. Début 1968, des émeutes éclatent dans les ghettos noirs des grandes villes. À 18h01 le 4 avril 1968, à Memphis, Tennessee, un extrémiste du Ku Klux Klan tire sur Martin Luther King. Il décédera peu de temps après.